Europe 1, 11h30. bien fait pour vous. Julia Vignali et Mélanie Gomez. De retour dans Bien fait pour vous, votre magazine consacré à notre vie quotidienne. Ici, tous les jours, on décrypte pour vous les bons plans du moment, ces tendances qui rendent notre vie plus douce. Alors justement, puisqu'on parle de douceur, le vendredi à midi, ce sont en général les douceurs du chef pâtissier Jeffrey Cagne qu'on déguste. Bonjour Jeffrey. Salut Mélanie. Que nous proposez-vous de bon, de doux aujourd'hui? Alors on va parler des bûches de Noël. Évidemment. Voilà, on attend Noël avec impatience, de la gourmandise sur cette table, une jolie bûche roulée, qu'elle soit moulée ou en tout cas, voilà, on veut Vous du avez vu goût comment il en et parle, on veut du Julia sucre. Ouais, c'est presque sexy, hein, Oui, franchement. oui, je ressens ça chez vous, Mélanie. Calmez-vous. Ensuite, ce sera Sophie Braffman de Oui. nous faire rêver. Bonjour Sophie. Bonjour Julia. Alors le rêve du jour, on va le faire. Tout de cuir vêtu, je crois. Mais sexy encore, hein. Mais Après très la bûche, sexy, c'est sympa. tout en cuir. Mais j'en connais une dans ce studio qui Ah, danse oui. avec Elle un a pas fait pantalon exprès, en en plus, cuir. elle a mis un pantalon en cuir, Voilà, ouais. et on va voir que le cuir plaît, mais pas à toutes les générations. On va donc s'interroger sur qui aime le cuir finalement. Ah, d'accord. Grosse question. Les filles de la génération de Julia, apparemment. Dans les vieilles dames, j'en fais partie. J'ai pas dit ça. Et enfin, on terminera la partie tendance du jour avec vous, Swazik Belin. Bonjour. On va sortir les griffes aujourd'hui, on va parler de nail art. Ça va bien avec le cuir, je trouve. Ouais, c'est pas mal, hein. On va mettre des petites anicroches là sur le cuir, ça va être chouette. Très sexy cet après-midi, Oui. cette séquence tendance. Merci Swazik, on attend vos précisions sur cet art ongulaire. Je sais pas si ça se dit, mais tout de suite, on va passer en cuisine dans Bien fait pour vous. Europe 1, bien fait pour vous. Les Arrêtez avec ces tendances. bruits, Julia. là, mais- C'est vous qui faites ces bruits. C'est vous. C'est quand bizarre. vous voyez la bûche de Geoffrey. On a faim. C'est très chelou là. Ah oui, mais Voilà, on arrête les allusions bizarres là. Jeffrey Cagne, Je le savais réveillon qu'il de fallait pas Noël que je fasse cette chronique. n'a donc jamais été aussi proche. Dans une semaine pile, on y est et on a tous besoin plus que jamais de ces moments de convivialité en famille. Bref, sur la table de réveillon, qu'est-ce qui est très convivial? Eh bien, c'est de partager une excellente bûche de Noël. C'est vous le spécialiste. On vous écoute, Jeffrey. Alors oui, la bûche. Alors, ça va être compliqué cette Je vous émission. écoute, Jeffrey, je vous écoute. Heureusement qu'on m'écoute sur cette table. Donc oui, la bûche de Noël, c'est le moment que tout le monde attend. Aujourd'hui, c'est un peu comme de la haute couture. Les bûches sortent en septembre dans tous les magazines pour savoir qui fera la plus belle bûche de Noël. Et c'est vrai, hein? C'est vrai. Non, non, c'est mais vrai. Moi, j'étais invitée à des présentations de bûches en septembre. J'avais l'impression d'aller à un défilé de mode. C'est ça, Ah ouais, c'est ça. Et incroyable. en fait, ça a commencé il y a à peu près 10 ans. Alors, si mes souvenirs sont bons, 10-15 ans presque maintenant, ça nous rajeunit pas tout ça. C'était Pierre Hermé qui avait lancé sa première bûche avec la maison Fauchon, peut-être même un peu avant. Et en fait, c'était vraiment un bijou. Ouais. Et plus c'est allé dans les années, tous les pâtissiers se sont pris au jeu avec des stylistes, avec des peintres, avec On des dirait que artistes. vous faites la chronique de Sophie Braffman, là, on parle de défilé de mode. C'est Bah oui, incroyable. c'est c'est devenu un lié, phénomène de mode. Mais de toute façon, la pâtisserie et la mode sont très liés maintenant. Allez, on va faire un duo, Jeffrey. c'est le but. Mais non, mais en fait, on a des saisonnalités. Donc, c'est comme dans la mode. La collection printemps, été, automne. elle est présentée en septembre. Et donc là, on est en décembre, ça y est, on va pouvoir la manger. Jeffrey, qu'est-ce qui fait une bonne bûche de Noël? Parce que j'en connais des mauvaises aussi. Hein. Franchement, j'ai eu des mauvaises surprises, moi, parfois. Alors, ça dépend comment vous les aimez, les bûches. Ouais. Je les aime pas trop beurrées, moi, ça me dégoûte. Alors, à la base, C'est à la base, on est sur une roulée crème au beurre. C'est la vraie Ouais. bûche de Noël. C'est pas la léger, bûche léger, roulée, qui a évolué avec le temps. Maintenant, on a des bûches glacées. Les gens préfèrent des bûches glacées. Donc, tous les glaciers se mettent à faire des bûches depuis une dizaine d'années aussi glacées. On a les bûches aussi qu'on appelle entremets, mousse. Ça, je préfère, moi. Et dans Ça quel cas... ressemble à des gâteaux, quoi. Oui, en fait, c'est des gâteaux. Maintenant, il faut pas oublier que la forme de la bûche, c'est souvent cylindrique. Bah oui, comme une bûche, ou comme ça une peut bûche être de un bois. cube, mais aujourd'hui, on voit des bûches qui ne ressemblent plus du tout à des bûches. Alors, dans l'esprit de Noël, s'il y a des boules de Noël, si c'est représentatif de quelque chose, de la bûche de bois ou autre, oui, pourquoi pas. Mais quand on part sur maintenant des formes qui, on peut avoir une étagère à Noël, je vois pas l'intérêt. Je pense que vos c'est... bûches à vous, elles sont classiques. En tout cas, dans la forme, je veux dire, ça reste toujours cylindrique et rectangle, Alors, quoi, on va dire. Ouais. toujours dans l'esprit rectangle ou cylindrique. J'ai une bûche roulée, par exemple, citron, basilic, parce que je trouve que c'est bien de finir C'est original, ça, hein.
Par une note un petit peu plus légère. Voilà, j'ai repris mon best-seller qui est ma tarte citron, je l'ai mis en bûche tout simplement. Il y a beaucoup de pâtissiers qui font ça, qui reprennent leurs gâteaux, leurs best-sellers et qui les mettent en bûche. C'est parce que... Je pense à Cyril Lignac. Bien sûr, mais parce que les gens, en fait, comme ils aiment ce gâteau toute l'année, c'est logique de le vouloir à Noël. Et on lui met quelques paillettes et on le met en bûche. C'est ça. Et puis, en plus de ça, on prend pas trop de risques. Bien sûr. Ça veut dire qu'on sait que ça va... Ils l'aiment déjà en gâteau, ils l'aimeront en bûche, quoi. Parce que le problème d'une bûche de Noël, c'est que l'hiver, si c'est des goûts trop compliqués, on est quand même peut-être 10, 15, 20 à table, tout dépend des Noëls de chacun, ou deux. Voilà, ça peut être deux aussi, mais il faut que ça soit des goûts francs et que tout le monde connaisse. Et que tout le monde adore. Alors vous avez, je crois, à nous proposer une recette de bûche de Noël. Bien sûr. Alors, on va partir sur une bûche roulée. Alors, il ne faut pas que ça soit trop compliqué pour la ménagère. Moi, je viendrai l'acheter chez vous, mais allez-y quand même, donnez-nous la recette, évidemment. Alors, on va partir sur un biscuit roulé. Donc, pour le biscuit roulé, on va prendre 40 grammes de jaune d'œuf, 100 grammes d'œuf entier, 70 grammes de sucre glace. Tout ça, on va le monter en sabayon pendant 5-6 minutes au fouet. Sabayon, en fait, c'est Nicolas Baudin, notre réalisateur, qui sait pas ce que c'est. Le sabayon, c'est comme une mousse d'œuf avec le sucre. En fait, vous fouettez, ça va faire un sabayon. Voilà. Ensuite, on réserve ça de côté et on va monter les blancs d'œufs. Donc monter les blancs d'œufs en neige. Vous comprenez, Nicolas Baudin, monter en neige, ça va 60 grammes, voilà, c'est ça. 60 grammes de blanc d'œuf, 20 grammes de sucre semoule, tout ça on le monte en neige et on va mélanger le sabayon et les blancs et on va y ajouter en pluie à la fin 60 grammes de farine. Ça, c'est pour faire le biscuit cuillère. On l'étale sur une plaque, on le cuit à 200 degrés pendant 7-8 minutes et ça nous fait notre biscuit roulade. Pour la roulade, c'est joli, biscuit roulade. Voilà, c'est biscuit roulé, roulade. On peut faire des roulades. Donc ça va être un rectangle, un carré, mais qu'on va rouler ensuite. Voilà, on roule ensuite et on peut y mettre ce qu'on veut. Ça veut dire que Sophie vous pouvez déjà en train de couper votre bûche. Je vais pas vous donner une recette d'intérieur. On va mettre de la pâte à tartiner, de la confiture. Il faut que ça soit quelque chose de simple pour la maison. Si je vous lance ou même de la chantilly, juste de la crème montée. Dans la bûche de l'excellente Jeffrey Cagne que vous nous avez amenée, il y a quoi? Difficile à couper. Elle est très. Peut-être je vous laisse faire. J'ai peur de faire un carnage. Non, mais de toute façon, c'est une brique. Celle-ci, elle est à quoi? Alors, elle est à la vanille, au chocolat tonka. On a un biscuit façon cake, du caramel et on a... C'est léger, c'est léger, non? Oui, c'est léger. Et à part votre bûche à vous, est-ce que vous avez eu des coups de cœur cette année, justement, sur toutes les bûches? Alors moi, j'ai eu des coups de cœur et c'est à Nantes, chez Vincent Guerlet, qui est un chef pâtissier relais dessert qui a 4-5 magasins à Nantes, qui a une bûche tout chocolat avec un sapin qui vient comme une cloche dessus. C'est juste déjà sublime. C'est en édition limitée et en fait, on a quelque chose bien chocolaté. Génial. Il faut aller à Nantes, c'est tout. Mais merci beaucoup, Jeffrey, pour tous ces conseils, ces bonnes adresses. Cette séquence tendance continue avec d'abord Sophie Braffman qui va nous expliquer que la mode, c'est pas la laine, c'est pas la polaire, c'est le cuir. Elle nous expliquera comment le porter avec la plus grande classe. Et enfin, il y aura aussi Soisig Belin qui va nous parler du nail art ou l'art de décorer vos ongles avec toute une palette d'accessoires. Une énorme tendance dans le monde de la manucure et de la pédicure. Ce chouette programme, il est bien sûr sur Europe 1. 11h30 sur Europe 1, bien fait pour vous. Mélanie Gomez et Julia Vignali. C'est bien fait pour vous jusqu'à 12h30 et notre séquence tendance se poursuit avec notre bande de chroniqueurs toujours autour de la table. La bûche de Jeffrey Cagne nous a bien calé et lui aussi il en mange de sa bûche. Oui, comment vous trouvez votre bûche, Jeffrey? Elle est bonne ou pas? Je la trouve plutôt bonne. Je suis en train de dire à mes équipes, elle est pas bravo. que plutôt, elle est très bonne. Elle est super bonne. Et maintenant nous allons écouter les conseils mode de Sophie Braffman. On va juste rentrer un petit peu le ventre du coup. Sophie, alors le cuir, c'est de saison? Alors c'est totalement de saison. Julia, autour de cette table, qui est plutôt team cuir? Pas du tout. Moi je suis team cuir. Alors Julia est team cuir, vous pas du tout. Vous choisissez un blouson en cuir éventuellement, mais plutôt. Non, ça c'est Anne Roumanoff. C'est pas pour vous. Jeffrey. Perfecto. Oh là là, perfecto. Non, c'était pour le cuir rouge, parce qu'elle est très cuir rouge. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir que cette matière noble qui est utilisée depuis la nuit des temps, ou presque fait débat, et elle a fait débat ces dernières années, en raison de son impact sur l'environnement, comme de son manque d'éthique animale. Alors, le phénomène est tel que les marques de mode s'activent aujourd'hui et proposent des alternatives véganes comme le champignon, le cactus, le maïs
maïs, le raisin ou encore les résidus de pommes. Tout ça pour faire du faux cuir. Et une récente étude faite par l'Observatoire économique du Conseil national du cuir révèle que les Français, malgré tout ça, aiment le cuir et vantent sa résistance, mais aussi son aspect durable. Donc aujourd'hui, le cuir revient un peu sur le devant de la scène et on ne le laisse pas de côté comme on l'a fait pendant un certain temps. Donc, excusez-moi, parce que j'ai encore de la bûche j'entends. en bouche, comme on dit. Est-ce que c'est une affaire de génération, le cuir ? Alors oui, c'est un peu une affaire de génération, parce qu'effectivement, quand on va auprès des générations les plus jeunes, souvent, ils n'aiment pas beaucoup le cuir, ou alors lui préfèrent toutes les alternatives que je viens de vous citer. Alors, il faut savoir une chose, pour mettre un peu tout le monde d'accord, quand on parle de faux cuir, ça peut être aussi du sky, et notamment du PVC, et donc c'est du plastique. Donc, il vaut certainement mieux pour l'environnement privilégier un véritable cuir que d'avoir affaire à ces alternatives qui ne sont pas du tout plus écologiques. Ce qui est intéressant aujourd'hui, si par exemple vous n'aimez pas le cuir ou avez peur pour cette histoire de bien-être animal, c'est de faire peut-être appel à des cuirs vintage, notamment à des cuirs d'occasion. Et là, par exemple, je me pense aux sacs, qui sont effectivement très intéressants sur le marché de la seconde main. Donc on va avoir des modèles rares, écologiques par définition, puisqu'on ne vient pas de les produire, mais qu'ils datent des années 70, 80 ou avant. Et c'est ce que nous explique Beverly Sonego, fondatrice de Monogramme, qui est spécialisée dans la vente de seconde main. On observe, nous qui sommes donc Monogramme, une maison de seconde main et qui avons dans les mains des centaines de sacs par jour, que la qualité des cuirs sur les cuirs vintage était d'une nettement meilleure qualité que les cuirs utilisés aujourd'hui par les grandes maisons. On va citer par exemple Chanel. Les sacs des années 70 ou 80 étaient fabriqués dans des qualités qui étaient nettement supérieures à aujourd'hui, notamment des cuirs d'agneau absolument splendides. On peut remarquer 3 différents types de cuirs qui sont souvent utilisés. Donc il y a l'agneau qui est vraiment la top qualité. Il va y avoir le cuir vachette, mais également le cuir de buffle. C'est le cuir le plus résistant, qui est souvent donc un cuir grainé, qui est utilisé notamment pour des manteaux ou des choses comme ça. C'est agréable d'entendre que le cuir se bonifie avec le temps. On aimerait que ce soit un peu le cas pour nous aussi. C'est un peu ça, oui. Finalement. Donc, il faut aller chercher un cuir vintage et du coup, on a plus de chances d'avoir un très joli cuir. Et en plus, si on a cette problématique écologique, et du coup, on est entièrement satisfait. Donc, l'intérêt aujourd'hui, c'est aussi qu'on peut restaurer ces cuirs. Faire attention, notamment, je pense à vous, Julia, qui avait aussi un pantalon en cuir ou même des jolis sacs des fois. Eh bien, ils s'abîment un peu avec le temps. Sûr. Et on peut tout de même, notamment quand il s'agit de sacs, chaussures ou accessoires, faire quelque chose. Alors, comment on fait pour entretenir son cuir ? Alors, plusieurs options. Soit vous pouvez le faire, et là, les options sont nombreuses. Je pense notamment à des enseignes comme la Clinique du Sac, la Bichonnerie, le site récit.com ou Monogramme, dont on vient de parler, et qui sont susceptibles de vous aider à retravailler ou à repimper votre cuir. Et si vous voulez le faire vous-même, vous aimez bien, je crois, les do it yourself. Oui, c'est pour ça que je m'adresse à vous. Eh bien, pour celles et ceux qui voudraient le faire soi-même, on écoute à nouveau Beverly, fondatrice de Monogramme, qui nous donne ses petites astuces. Il y a plusieurs tips que je peux vous donner, notamment travailler tout ce qui est côté nettoyage et dégraissage du cuir grâce au vinaigre blanc. Il peut y avoir des pâtes réparatrices du cuir. Il peut y avoir des teintures de cuir très pénétrantes. Voilà, on peut proposer de travailler avec des brosses en crin de cheval et des sprays imperméabilisants. C'est vraiment la base pour pouvoir rénover soi-même son cuir. Ce qu'il faut se dire, qu'il faut jamais jeter un sac. Vous pouvez lui offrir une seconde vie, c'est sûr. Il y a un nettoyage donc du cuir avec du cirage. Il peut y avoir des changements de poignée. Il peut même y avoir des changements de couleur. On peut travailler l'entièreté de la couleur d'un sac et partir d'un sac blanc pour le faire passer au bleu marine ou au noir, par exemple. Donc vous l'aurez compris, travailler ou retravailler le cuir n'est finalement pas si compliqué que ça. Pour un sac bien restauré, n'oubliez pas quelques ustensiles indispensables comme des éponges, des pinceaux très fins et des éponges en microfibre. Ça, c'est important de les avoir. Et quant au pantalon en cuir, vous pouvez aussi l'entretenir avec du lait pour bébé, vous savez. Oui, vous pouvez tout à fait le nettoyer comme ça et ça permet... Moi, je fais mon canapé parfois. À une époque, je faisais mon canapé avec ça. On m'avait parlé du lait de bébé. Eh bien, vous pouvez le faire si vous avez par exemple comme Julia un pantalon en cuir et que vous avez envie de vous nettoyer votre pantalon en cuir, vous pouvez le nettoyer de la sorte. Oui, parce que c'est vrai que le pantalon en cuir, il se détend par contre aussi un peu parfois. Oui, c'est une matière vivante. Au bout d'un moment, sinon il faut manger encore de la bûche. Et là, vous allez voir. Vous avez raison. C'est mon problème. Et là, c'est parfait. Il devient de nouveau stretch. Merci Sophie. Merci Sophie pour cet éclairage. On a tout bien noté, vos prescriptions tendances. Alors à présent, il y en a une autre qui a quelques conseils à nous donner pour avoir cette fois-ci des ongles parfaits. Je dirais même des ongles artistiques. C'est vous, Soisic Bolin. Des ongles de tigresse. Ouais, alors on vous écoute. Qui, petite fille ou petit garçon même, n'a jamais rêvé de se faire peinturer les ongles? C'est vrai, ça vous a traversé l'esprit? Non, ma soeur me l'a fait une fois. Voilà. Mais non. Non, mais jamais plus. Jamais plus. C'est ça. Alors ma mère, il y avait un deal avec ma mère, elle, c'était le vernis transparent, cette espèce de petit truc rose perle là
qui n'est pas vraiment un vernis. Alors pour moi, c'était un petit peu frustrant, je dois dire. Puis il y avait une espèce de rite de passage du vernis à ongles. Pour moi, il fallait passer au rose vif, et là, on était vraiment une petite fille. Alors, au-delà du simple vernis coloré, on a la possibilité aujourd'hui de se faire pimper les ongles. C'est une sorte de tuning d'un genre particulier. On va au-delà de la simple pose de couleur. Avec le nail art, tout est permis, couleur, mais aussi jouer avec la matière, avec les textures, avec les ombres, les lumières, avec la taille de l'ongle. On peut le piercer, le pailleter, le rallonger, le rendre pointu ou carré, voire lui offrir des formes totalement délirantes. C'est une mode qui ne date pas d'hier et pourtant aujourd'hui ça se popularise et en même temps c'est là sans bourgeoise. Excusez-moi un petit peu l'expression, mais tout ça pour dire que le rose fuchsia et l'ongle de 10 cm, ce n'est plus réservé à l'image de la cagole marseillaise. Voilà. Elle est tendance, la cagole maintenant, c'est classe. Alors si on ose avec le second degré, eh bien on n'y va pas de main morte. Et le bon goût, là, comment dire, on l'a un petit peu perdu. C'est très subjectif, le bon goût. Alors go, petit tour d'horizon des tendances en matière de nail art. Non mais c'est vrai, Swazik, qu'aujourd'hui il y en a un peu partout, des barres à ongles. Il y en a un petit peu partout, vous l'avez remarqué, des ongleries, vous en avez quasiment à tous les coins de rue. En parallèle de ces shops qui proposent souvent des ongles prédécorés et du nail art à base de stickers. Vous avez aussi des chaînes qui surfent sur le green. Vous avez des indépendants, un peu comme des petits créateurs qui ont senti la tendance et qui se sont aménagés un petit coin nail art dans leur bureau, dans leur appart. Jeffrey fait ça dans sa pâtisserie d'ailleurs, un petit coin. Non, en plus j'aime bien parce qu'elle me regarde beaucoup. Alors, je me dis, elle doit se dire je cherche tous les jours où faire mes ongles. C'est ça. Voilà, pour pratiquer donc avec minutie cette activité, et dont chacun leur spécialité. J'en ai rencontré quelques-uns. Alors comme c'est visuel, je me permettrai de mettre quelques photos sur le compte Insta de l'émission. Est-ce que vous avez un top 3 à nous proposer? Tout à fait. On va commencer par Cœur Grenadine. Alors ce nom lui va si bien. Avec Cœur Grenadine, on se rapproche des origines du nail art. On sent l'influence des pays asiatiques et de la Corée notamment. Elle travaille beaucoup sur les ongles courts. Son but n'est pas ostentatoire, non. Ici, c'est kawaii. On le remarque, mais sans que ce soit trop tape à l'œil. D'ailleurs, elle souhaite investir les hommes dans l'aventure. Voilà, c'est pour vous, Jeffrey, ça. Kawaii. On l'écoute. Kawaii. Oui, je pense qu'on peut parler d'un tournant. Je crois qu'on est en train d'assister à une évolution des mentalités avec une remise en question des codes traditionnellement vus comme féminins ou masculins, et le vernis en fait partie. Du coup, il y a de plus en plus d'hommes qui assument de mettre du vernis et osent le nail art. Et pour moi, le nail art, c'est comme se faire des petits tatouages éphémères sur les ongles. J'aime bien le fait que ça ne soit pas forcément sur tous les doigts, et je crois que ça permet à pas mal d'hommes de passer le cap, parce que c'est un peu moins engageant que de mettre du vernis sur tous les ongles. Puis, il y a un côté un peu fun et ludique dans le nail art, parce qu'on peut vraiment tout dessiner sur un ongle. J'ai même déjà fait le logo du PSG sur l'ongle d'un homme. Voilà, voilà, ça vous parle là? Vous soutenez le PSG, vous, non? Vous avez une équipe de foot en particulier? Le logo d'Europe 1, on peut vous faire l'OM, aussi. Je vais faire Europe 1, c'est très bien. C'est bien, c'est correct. On vous aime beaucoup. Et le deuxième endroit que vous préconisez? Texto Dallas. Ah, Texto Dallas. Alors, pour contraster tout de suite, voici un nail art cinématographique. Édouard Romain-Argent n'a qu'à bien se tenir. Ici, c'est visuel, mais ce n'est pas pratique du tout. On porte ses ongles, littéralement. On vous remarque dans la rue, évidemment. Mais si vous voulez éviter les tâches ménagères, c'est peut-être la solution. Alors, on l'écoute. Mon travail du nail art est vraiment porté sur la forme de l'ongle en lui-même, donc le travail de prothésiste ongulaire, plutôt que celui de peindre ou d'accrocher des choses sur des capsules qu'on achète. J'appelle ça nail hardcore parce que j'aime apporter une dimension létale à l'ongle, le penser comme une arme, une hybridation du corps ou un outil. Pour moi, le nail art, c'est un médium artistique comme un autre. Wow. Nail hardcore, j'adore. Et je finirai avec By Palo 111. Alors, avec Palo, c'est futuriste, c'est long. C'est ingénieux, ça brille avec des techniques nouvelles comme l'ajout de la pose de LED. Cette jeune femme d'origine chilienne officie. Oui, ça clignote. Alors elle officie chez elle, elle est prothésiste ongulaire et aussi styliste. Pour elle, son travail de prothésiste touche aux prémices du transhumanisme puisqu'il permet un prolongement corporel. Alors elle s'inspire du Tupperwares, du Numeria Art, un univers qui s'inspire des nouvelles technologies et qui marque une certaine nostalgie pour les débuts d'Internet. L'univers est résolument SF. Alors le nail art, pardon, c'est pas facile à dire. Non, nail art. Ouais. Voilà, il se popularise, il se démocratise, il s'invite sur les mains de plus en plus nombreuses d'adeptes qui, curieux, passent la porte de bar à ongles classiques avant de vouloir un peu plus et de s'aventurer chez ces artistes. Alors j'ai quelques adresses en province, Les Mains Célestes à Bordeaux, Sinici à Nantes et The Nail Destroyer à Bordeaux également. Mais je vois que vous n'avez pas franchi le cap, vous avez les ongles nus, je dirais presque. Alors, mais pour être très sincère avec vous, je suis allée donc chez By
nail palo et elle m'a posé des faux ongles très très longs, très très verts. C'était pas pratique pour venir travailler. Très reptilien. Comment on tape un texto avec ça, par exemple? Alors il faut utiliser la pulpe des doigts. Pourquoi vous les avez enlevés alors? C'était compliqué. D'accord. Voilà. C'était compliqué à gérer. Oui, surtout quand on a un bébé à s'occuper. Voilà. Mais oui, pour la vie pratique, c'est pas évident. C'est une question de doigté. Quand on fait de la pâtisserie, c'est pas possible non plus. Je suis désolée. Non, mais moi, ça sera pas. Mais vous avez qu'un cœur grenadine vous attend. Comme Édouard aux mains d'argent avec des fouets. Au bout des ongles, c'est pas mal. C'est pas mal. C'est une très bonne idée. Je tiens à préciser que Nicolas Baudin, notre réalisateur, nous dit que les textos, c'est has-been. Si vous aviez écouté l'émission, plus personne les messages vocaux. Mais évidemment, on envoie des vocaux. Donc on peut avoir les ongles longs. Et bien voilà. Merci Swazik pour cette initiation au nail art pour des ongles maquillés à la perfection. C'est incroyable ce qu'on peut faire aujourd'hui. Merci à tous les trois pour ces belles